Salut les aventuriers! Bon, ce matin je suis avec Christophe du Chemin de la Nature qui est un véritable spécialiste de tout ce qui est survie dans la nature. Il connaît toutes les plantes par cœur et on va essayer de vous montrer, faire une petite initiation sur ce qu'on peut manger dans nos forêts et comment survivre dans la nature. Bon, bah alors ça fait 100 mètres qu'on est dans la forêt. Je crois qu'on a déjà trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est alors? La belle ortie, vous la connaissez celle-là? L'avantage avec l'ortie, c'est que tout se consomme. Le plus connu sont les jeunes pousses. Hein. Attends, ça pique pas là? Si on les prend par en dessous, on a tendance à moins se piquer. D'accord. Faut vraiment comme ça. D'accord, donc de bas en haut. Et après, bon à savoir, ça, vous n'avez pas toujours du feu dans la nature. Hein. Regardez, si vous voulez la manger crue, vous faites ça de haut en bas. D'accord. Et vous faites une boulette. Vous écrasez bien. Là, ça te pique pas du tout là? Non. Ok. 5 fois. Je dis pas que ça va pas vous piquer, ça peut vous faire une petite piqûre sur les doigts. Si vous voulez pas vous piquer, il faut des gants. Et une fois que c'est roulé comme ça, vous pouvez le manger. Ça pique pas, garanti. Ok. C'est un vrai régal, c'est un goût de haricots verts crus. L'avantage de l'ortie, c'est que c'est vraiment la plante la plus nutritive qui soit. Vous avez dans cette plante déjà 40% de protéines de son poids sec, à peu près 10% du poids frais. Ah ouais. Vous avez tous les minéraux, tous les oligo-éléments, beaucoup de vitamines dont la provitamine A, des vitamines B et beaucoup de vitamine C, énormément de fer. Et donc c'est une plante qui en plus d'être nutritive est calorique, quoi. Elle apporte vraiment des calories, donc vous pouvez en faire des soupes et ça va vous tenir au corps, quoi. Toi tu manges plutôt en soupe ou tu manges plutôt nature comme ça? Les deux, cuit, cru, c'est le top. Et vous pouvez aussi manger, pour avoir un peu d'amidon, un peu de féculent, la racine. La racine contient des sucres plus lents, ce qui fait que vous allez pouvoir durer plus sur le temps dans la randonnée par exemple. Tu la manges crue ou tu la fais cuire? Là je la fais cuire. Là tu la fais cuire quand même. Un peu fibre. Ok, super. On va avoir une autre plante qui ressemble un peu à l'ortie, qui se mange aussi. Venez voir. Ok. Donc là on a vraiment fait 50 mètres puis qu'on est rentré dans la forêt. On peut survivre très facilement en Europe. Complètement, on a vraiment des dizaines et des dizaines d'espèces. D'accord. Ça c'est le lamier pourpre. Ça ressemble un peu à l'ortie, ça fait penser à la menthe aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ce que ça a en commun avec la menthe, parce que c'est la même famille, c'est la tige carrée, parfaitement carrée. 4 angles droits, et puis les petites fleurs comme ça, on dit en gueule de loup. Très jolies petites fleurs. Là c'est une plante qui se mange aussi et qui a un goût de champignon. Je la préfère cuite. En général, oui, il faut plutôt faire cuire les plantes ou... Bah, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que ça dépend en fait si elles sont dans des endroits un peu à risque par rapport à des parasites. Ouais. Mais la plupart du temps, si on prend les têtes des plantes, il n'y a pas vraiment de risque parce que les têtes des plantes viennent d'apparaître. Donc il n'y a pas vraiment eu le temps qu'il y ait de parasites dessus. Moi je prends souvent les têtes et on peut les manger crues ou cuites. Oui, alors souvent nos grands-mères ou nos mères nous disent attention, ne mangez pas les plantes quand elles sont en hauteur de pipi des renards ou des choses comme ça. C'est ça. C'est vrai ou c'est une légende de ça? Alors, le pipi de renard est une légende. Il n'y a D'accord. pas de parasites dans l'urine de renard Ouais. et dans les gros excréments de renard, D'accord. le caca. Et donc, comme les chiens, hein, ils s'abaissent, ils se rapprochent vraiment du sol pour faire ces besoins-là. Donc, il n'y a pas de risque quand on est au-dessus de 20 cm. Au-dessus de 20 cm, c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille de prendre les têtes en général. C'est à la fois au-dessus de 20 cm et en plus, ça vient de pousser parce que la plante, elle pousse par le haut. Donc, c'est la dernière partie de la plante à être sortie. Qu'est-ce que tu as trouvé là? Alors là, c'est le cynorrhodon. Ah oui, le poil à gratter, non? Le poil à gratter, c'est ça. On appelle aussi l'églantier. C'est un rosier sauvage en fait. D'accord. Et cette partie-là est vraiment la partie de l'arbre intéressante. Ça contient énormément de vitamine C. D'accord, ouais, on en fait des confitures, non? Ouais, des bonnes confitures. 20 à 50 fois plus que l'orange par exemple. Ah ouais. Et manger comme ça aussi, direct dans la nature. Là, il est un peu petit, mais tu sors la pulpe. Ok. En faisant attention de ne pas sortir les petites graines, les petits fruits secs. Et ça, tu le manges direct sur place. Meilleur bonbon sauvage qui soit. Ah ouais, fais voir, c'est un peu. Un régal. Ah ouais. Ah oui, c'est grâce bon, à ça, vous avez de la vitamine C. Ouais. Si vous l'écrasez bien au mortier par exemple, vous le mixez au blender, Ouais. vous allez bénéficier aussi des huiles, il y a des lipides dedans. D'accord. Des acides gras essentiels intéressants qui vont vous apporter aussi la calorie. Les huiles c'est très calorique, c'est ce qu'il y a de plus calorique.
Donc, si vous avez les noisettes, les noix, plus les cynorhodons, plus l'ortie, plus le lamier pourpre, plus la laitue. Là on est bien là. Bah, c'est ce qu'on va manger à midi. C'est ça. Et là derrière je vois qu'il y a aussi des petites baies rouges. Ça c'est pareil ou pas? C'est une autre espèce, ça c'est ce qu'on appelle l'aubépine. Ah, l'aubépine, d'accord. C'est vrai que beaucoup de gens confondent les deux. Ouais, ça se ressemble un petit peu. Ça se ressemble à... C'est rouge. Hein. Bon, la différence c'est que c'est plus rond, beaucoup moins ovale. Et puis les feuilles ne se ressemblent pas. Ça c'est des feuilles simples, bien découpées. Ouais. Alors que là-bas c'est des feuilles composées qui ressemblent à des feuilles de rosier. D'accord. Et vous pouvez manger ça. C'est comestible aussi. Les feuilles de l'aubépine sont délicieuses, mais jeunes, au tout début du printemps. Là vous les prenez comme ça dans la salade ou direct dans la soupe aussi. D'accord. Les fruits se mangent aussi. Ils sont moins bons et moins riches en vitamine C, mais ils se mangent. Christophe, ça ressemble beaucoup à de la laitue, non? Exact, bien vu. Et tu sais comment faire pour être sûr que c'est de la laitue? Dis-moi. Qu'est-ce que tu entends dans laitue? Tu? Donc si je le mange, je meurs? Non. Non, ok. T'entends quoi avant tu? Lait? Yes. Donc quand tu coupes la feuille, tu aperçois qu'il y a un latex. Et la laitue, à la différence du pissenlit, a cette nervure, la principale, triangulaire. Le pissenlit, c'est arrondi. Donc ça, on est bien face à une laitue sauvage. C'est la laitue vireuse. D'accord. Que certains fument, mais je vous le déconseille. Il y en a qui fument ça? Ouais, parce qu'elle calme le stress, elle aide à dormir. D'accord. Il y en a qui même la fument pour remplacer le cannabis et arrêter le cannabis. Moins cher. Moins cher, gratuit dans la nature. Mais on peut aussi la manger. On peut manger à la fois sa racine et ses feuilles. C'est amer, comme le pissenlit. Hein. Ouais. Donc moi je conseille soit de le blanchir, c'est-à-dire de faire bouillir dans l'eau et jeter la première eau de cuisson. Et ensuite, par exemple, de faire un légume à la poêle. Ou de le cuire en quiche, en tarte. La racine est très sympa, revenue à la poêle, genre 10-15 minutes. Un peu comme le pissenlit en fait. Hein. Le pissenlit, vous pouvez manger sa racine aussi et ses feuilles. Revenu à la poêle, c'est excellent. Moi, je mets souvent des fruits de saison avec, genre pommes. C'est très bon. Bon, on va goûter ça tout à l'heure alors. Yes. Et donc là, du coup, ça c'est le pissenlit. C'est ça? Voilà. Exact. Alors, on voit déjà que ces feuilles sont plus découpées. On l'appelle aussi dent de lion, hein. C'est à cause de ça qui fait un peu comme une canine. D'accord. Et comme vous voyez, la nervure est arrondie. Mais on a aussi, comme l'autre, un lait blanc, un latex. Ok. Alors je vous montre la racine. Elle va pas être très grosse là. Elle n'est pas très grosse, mais elle peut être à peu près 10 fois plus grosse que ça. D'accord. Comme une carotte. Ouais. Et ça va vous apporter des calories aussi. Hein. Les racines comme ça, vous pouvez les cuire et ça va vous apporter des amidons en fait, hein, des féculents qui vont vous permettre de tenir sur le long terme et d'avoir les calories. Alors là, Christophe, devant nous, on a le bouleau qu'on reconnaît très facilement avec son écorce blanche qui est très caractéristique. Et j'ai entendu parler de ce qu'on appelle l'eau de bouleau. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, c'est ce qu'on appelle la sève. La sève de bouleau. Sève de bouleau ou eau de bouleau. Ouais. Là, on va pas le faire hein, parce que c'est plus trop la saison. D'accord. Mais de mi-février à mi-mars à peu près, en Ile-de-France en tout cas, l'eau, c'est-à-dire l'eau du sol, qu'on appelle la sève brute, circule dans l'arbre, elle remonte. Et ce qui est fait traditionnellement, c'est un trou. Ouais. On fait un trou, on peut monter jusqu'à 1,50 m. Dans le tronc, à peu près d'1,5 cm, 2 cm. Ouais. Et là, on va avoir l'eau qui coule, la sève qui coule. Et on la récupère soit avec un tuyau, soit avec quelque chose exprès pour remettre directement dans un seau. Ouais. Et l'idée ensuite, ça va être de relier ce tuyau à une bouteille et de récupérer la sève. Ça fait à peu près, pour un arbre comme celui-là, de 40 cm de diamètre, je pense qu'on a 1,5 litre, 2 litres par jour. D'accord. Là, vous trouvez ça en boutique bio par exemple, à 30 €. Ouais. Vous l'avez gratuitement chez vous si vous avez des boulots. Et cette sève contient du sucre. D'accord. Déjà, elle va avoir un petit goût sucré. Et vous pouvez en faire du sirop si vous voulez. Ok. En faisant évaporer la partie eau, vous avez un sirop, comme le sirop d'érable, c'est le même principe. D'accord. Et sinon, dans la nature, si vous n'avez pas d'eau potable, récupérer la sève de bouleau en cette saison, hein, de mi-février à mi-mars, ouais, vous permettre d'avoir de l'eau.
Ok, bon bah c'est bon à savoir ça. Bon lui on va laisser tranquille, hein, on n'est pas en condition de survie donc mais c'est toujours bon à savoir. Et ça là-bas là, ça c'est l'ail des ours ça non? Regarde. Ah je suis pas sûr. Si? Eh ben non. Non? C'est ce qu'on appelle l'arum, A-R-U-M, et c'est une confusion possible avec l'ail des ours. D'accord. Ça, si tu te trompes, c'est embêtant, c'est très toxique. Ah, en mode into the wild quoi. C'est ça. Ok. Exactement. Il y a quelques plantes toxiques quand même, faut le savoir. Il y a à peu près 300 plantes toxiques sur les 10 000 plantes même chez nous qu'on trouve chez nous en France. Hein. Ok. Et c'est pour ça qu'il faut bien apprendre. Pour pas confondre avec l'ail des ours, c'est assez simple. L'arum, il fait des nervures ramifiées, comme ça. D'accord. Partent un petit peu comme des branches d'un arbre. Alors que l'ail des ours va avoir des nervures parallèles. Et en plus de ça, ça sent pas du tout l'ail, alors que l'ail des ours, ça sent très fort. D'accord. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut généraliser? Toutes les plantes qui sont toxiques auraient des nervures qui partent en diagonale ou Non, pas du tout? Il n'y a aucune généralité Aucune pour les plantes généralité. toxiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apprend les plantes progressivement, petit à petit. On en apprend bien une, ensuite une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et puis au fur et à mesure on avance. On apprend à utiliser des livres et puis on commence à maîtriser plein de plantes. Et puis on apprend les toxiques aussi bien sûr. Bon alors Christophe, tu nous fais quoi là? Tu nous fais une petite poêlée? Allez, on cisèle. Poêlée à la plancha. On cisèle le tout. Et après c'est parti pour la poêlée. Avec de l'huile, du sel, quelques fruits de saison. On va se régaler. Yes. On n'est pas bien là? Au top. Il faut pas grand chose hein. Bon allez. Bon app. Bon app. Oh c'est super bien assaisonné. C'est bon hein. Bon bah écoute, merci beaucoup Christophe pour cette formation, cette petite initiation à comment survivre dans la nature avec des plantes. Je sais que tu as aussi une formation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, on a créé une formation très complète qui va vous permettre de reconnaître les plantes, 200 plantes abondantes de chez nous, de les cuisiner, de savoir tout pour les manger, mais aussi de vous soigner avec, donc tout sur la partie médicinale des plantes. D'accord. C'est une formation qui est accessible à vie, dans laquelle il y a beaucoup de vidéos, des activités interactives, des forums. Pour être sûr de ne pas vous tromper et cueillir des plantes toxiques comme l'arum, on a des forums. Pour chaque plante, vous pouvez poster vos photos pour être sûr. Il y a toute une équipe derrière qui va vous répondre et vous dire c'est bon, c'est la bonne plante, tu vas pas mourir. Et derrière, vous savez, vous avez accès à des vidéos pour les utiliser, soit pour vous soigner, soit pour les manger. Ok, c'est top et ça. Et c'est accessible à vie. C'est accessible à vie. Yes. Ok, bon, je vous fais un petit article sur cette initiation. Je vous parle de la formation de Christophe. Il y a un lien cliquable dessus, vous allez dessus et vous aurez toutes les explications pour aller voir cette super formation. Merci Christophe. Avec plaisir, vive les plantes.